Salut, le sport est de retour sur Canal Algérie. Bonsoir. L'aventure continue pour Halima Ouchi et son émission Parlons Sport tous les dimanches à partir de 21h. Vous retrouvez également les inséparables Mokhtar Hamani et Nourdine Hani pour la reprise de 52 minutes chrono chaque lundi à partir de 16h50. Et pour vous accompagner dans votre confinement, les incontournables Ardouane Bendali et Mustafa Haddan vous proposent un rappel historique rétrofoot chaque mercredi à partir de 19h30. Et pour finir la semaine en beauté, le sympathique Hakim Kshroud dépoussière pour vous un événement sportif qui a marqué l'histoire du sport algérien. Tout de suite, je vous propose de suivre la rencontre Algérie vs Zambie. C'est tout de suite sur Canal Algérie. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie et en attendant le retour à la compétition, on donnera quelques informations. L'actualité est bien présente ces jours-ci avec ajouté à cela une grande partie consacrée aux archives du sport algérien, une grande partie donc que vous apprécierez avec nos invités, notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nourdine Hani, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, un plaisir que je partage avec vous et avec tous ceux qui nous regardent tous les lundis depuis des années maintenant. Hein. C'est vrai. Et puis voilà, donc la vie continue. Ils sont nombreux. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ce qu'on retient pour bien entamer cette émission. La semaine dernière, il y a eu de bons échos concernant les résultats réalisés dans les années 70, notamment cette belle finale de Coupe d'Algérie de basketball entre la Gendarmerie nationale et le NAS du Sindé qui s'est achevée sur la victoire sur le fil des Usindéens 100 à 98. Donc juste après, les réactions n'ont pas tardé à se faire donc, sur les réseaux sociaux. Bah, écoutez, il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, les gens sont confinés chez eux, donc ils aiment bien avoir un programme qui soit intéressant. Et puis en plus, ça permet à la jeunesse algérienne, qui est très nombreuse, de revoir un petit peu ce qu'était le sport algérien depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Et puis certains parents donc, qui étaient acteurs avant, et donc leurs enfants sont en train de les voir. Et puis d'ailleurs, Omar Azeb qui est rentré du Qatar et qui est en ce moment en Algérie, et qu'on aura l'occasion de ramener ici parce que c'est quelqu'un qui a marqué le handball algérien. Il me racontait tout à l'heure au téléphone que ses neveux disaient tiens, tonton il plongeait quand il était jeune. Et donc, maintenant il a changé de absolument, donc ça permet aux nouvelles générations de découvrir ce qu'était vraiment le sport algérien. Et pour rester sur cette lancée, donc rester dans cette ambiance surtout, nous avons choisi aujourd'hui d'accueillir un grand nom du basket algérien, le seul à avoir qualifié l'équipe nationale algérienne de basketball à un mondial. C'était la seule participation. Il s'agit de Faïd Bilal qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. On va parler également de sa carrière, mais aussi des nouveautés, de l'actualité de l'équipe nationale, puisqu'il est toujours entraîneur de l'équipe nationale algérienne. Faïd, bonsoir. C'est un grand plaisir que vous soyez parmi nous. Bonsoir, messieurs. Justement, ce qu'il vient de dire mes enfants ils attendent avec impatience de me voir jouer. Comment leur papa jouait, donc c'est une occasion. Ils ne m'ont jamais vu sur un terrain de basket, donc j'espère qu'ils vont se régaler. Je pense qu'on faisait quand même un petit peu et je suis sûr que vous aussi, vous n'avez pas vu les matchs dans lesquels vous avez joué. Ça fait longtemps et justement, il n'y a pas eu de rediff. Je cherchais après ces archives pour les récupérer, j'arrive pas. L'occasion s'est présentée aujourd'hui. On va revenir sur votre très belle carrière, riche carrière, avec non seulement l'équipe du Moulin d'Alger, du NAS du Sindé, mais aussi l'équipe nationale, tout en revenant surtout à l'année du départ et surtout avec cette grande école du Rama d'El Mouradia. Moi j'ai commencé à jouer au NIAD.
c'était l'année où il y avait La réforme. la réforme. Il y avait Rama qui est devenu Niad, les cadres algériens. Voilà, j'ai commencé là-bas avec Zine Belmsbah comme entraîneur et Kadour qui sont tous les deux à l'étranger, Kain Ahmed Belharash. C'était un groupe de formateurs. Parce que là, maintenant, on mélange entre la formation et le perfectionnement. Oui. On mélange c'est un de petit vrais peu. pédagogues qui vous ont marqué d'ailleurs. Oui, et exactement. vous allez parler avec passion et surtout vous allez dégager de l'émotion en parlant de ces grands messieurs qui vous ont formé. On va passer par l'actualité, mais avant de développer l'actualité, en attendant bien évidemment les VTR, les nouvelles de l'équipe nationale, puisque vous êtes depuis une année, un peu moins, à la tête de l'équipe nationale. Voilà, donc le programme n'a pas changé. Normalement, on doit jouer les qualifs qui vont se dérouler au mois de novembre à Kigali. Pour l'instant, on attend au moins le mois de juillet, comme ça on va commencer à se regrouper. Et pour se regrouper, il nous faut une salle que pour le basket, parce que bon, Oui. avec le problème du virus, on ne peut pas se permettre d'avoir des va-et-vient dans la salle où on s'entraîne. Et la même chose à l'hôtel. Et voilà, donc le problème, c'est que on a l'intention de dépister tout le monde, Oui. mais si on rentre en stage, on va être confiné. Si je donne un repos, au retour, il faudrait refaire les tests. Ça va être très très difficile mais je pense qu'on va s'habituer. Inch'Allah, on va s'habituer. Un retour très rapide à la compétition. On attend comme locomotive le football, le sport, Nordinani. Absolument. Donc, le football, mais toutes les autres disciplines doivent redémarrer. On ne peut pas rester comme ça éternellement à l'arrêt. Il faut juste mettre les conditions. Il le disait, il faut arriver à confiner. On le fait ailleurs, pourquoi on ne le ferait pas ici? Le sport, les championnats locaux, c'est vrai qu'on ne peut pas parce que il y a beaucoup d'accompagnement qu'il faut avoir. Mais pour les athlètes d'élite, on peut leur créer des sites. Et on a où- perdu 3 mois déjà. Absolument. Il y a des athlètes qui sont concernés par les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Méditerranéens qui sont pas loin, et il y a les équipes nationales qui ont des échéances. On parle du basket, on peut parler du handball également qui doit reprendre, je pense au mois d'août, leur entraînement. Mais il faut leur trouver des solutions. Il faut penser à ces solutions. Et les solutions, on l'a dit, on essaye de faire comme on fait ailleurs. On trouve des centres où on regroupe, on met toutes les conditions sanitaires voulues et on regroupe des athlètes de haut niveau parce que le temps qui passe ne peut pas être récupéré. Dans un sport individuel, c'est peut-être facile de les regrouper, mais dans un plus facile. Oui, dans un sport collectif, c'est difficile. De Sport récupérer les- collectif et puis indoor, c'est ça le problème. Outdoor, en Il y a de foot, l'air, donc je il y a pense, moins de voilà, risques. c'est moins de risques. Mais pour le basket et pour les sports qui se jouent dans les salles, c'est un peu plus de. C'est pour ça que il faudrait une salle pour chaque discipline. Bon, quand on parle de ça, on parle pour l'équipe nationale, mais pour les clubs, Pour les clubs, c'est c'est- encore plus difficile. Moi, je voudrais juste rajouter un truc. Je vois ces derniers temps les fédérations qui se regroupent avec les présidents de clubs pour trouver des solutions pour la reprise. Moi, je trouve que c'est absurde de voir des réunions pareilles où il n'y a pas de médecins. C'est les médecins qui doivent venir donner leur avis. C'est pas au président de protocole club. médical. Absolument. Tout dépend C'est du pas au protocole président médical. de club de venir et de trouver une solution. Il faut qu'il y ait tout un corps médical, toute une cellule médicale qui doit se rapprocher de ces fédérations et trouver ensemble des solutions. Il faut arrêter de parler. C'est le ministère de la Santé qui donne l'autorisation avant Avant le ministère de la Jeunesse. ministre de la Jeunesse. C'est De sûr, toute c'est façon, pas mal. ils ont jusqu'à ici, jusque-là, donc travaillé en étroite collaboration, notamment la décision de fermer les instances sportives. Donc ça s'est fait en étroite collaboration. Espérons que ça se fera également dans le même sens. Alors, on va commencer par ce qui a fait l'actualité. Aujourd'hui, au siège du ministère, le ministre de la Jeunesse et des Sports
Sidi Ali Khaldi a présidé donc la cérémonie de signature de convention, alors les images si vous permettez, de convention cadre entre le MJS et l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, ONPLCC. Cette convention porte sur la prévention et la lutte contre la corruption dans les milieux sportifs et de jeunesse. Il était temps, et ça coïncide surtout avec cette période de confinement où on doit assainir un petit peu la situation avant de penser à la reprise de compétition dans le Denani. Oui, mieux vaut tard que jamais. Ça fait longtemps qu'on parle de ce phénomène, de ce fléau qui est en train de corrompre le football en général et le sport en particulier. Il n'y a pas que le football, il y a dans d'autres disciplines. Ça existe. Mais tout le monde en parlait et personne ne voulait réagir. Mais je pense qu'il y a eu cette fois-ci une réaction. La preuve en football, on a déjà on va en parler juste après. On va en parler juste après, donc où il y a un suivi juridique. Il faut aller à ça, il faut arrêter donc d'en parler. Il ne faut pas avoir peur. Mais écoutez, il y a toutes les preuves voulues. Il y a des juges, il y a des juridictions, il y a des problèmes qu'on peut traiter d'une manière interne, il y a des problèmes qui dépassent le bon sens. Il faut frapper une bonne fois pour toutes. La corruption, elle existe partout. Donc pourquoi frapper la corruption ailleurs et pas dans le sport ? Commencer par la corruption, c'est la première étape et peut-être ça pourrait donner des résultats d'ici quelques années. En tout cas, l'intention est bonne. On va écouter le ministre de la Jeunesse et des Sports, suivi du président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, au micro de Sid Ahmed Bouraïb. Cette initiative est la première en son genre, un pas en avant pour moraliser le sport et qui nécessite aussi une volonté politique ferme et un respect rigoureux des lois. Moraliser le sport est le devoir de tout le monde, chacun à son niveau. De ce point de vue, l'organe de prévention, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, s'engage à fournir tous les moyens techniques dans le cadre de la lutte contre la corruption. En parlant de corruption en Ordinani, il faut savoir que le directeur général de l'entente de Sétif, ça c'est l'affaire qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Donc le DG de le Sétif, Fahd Hafaya, et le manager de joueurs, Nassim Saadawi, ont été placés hier dimanche sous mandat de dépôt dans l'affaire de marchandage présumé de matchs fuités par un enregistrement sonore. C'est ce qu'on a appris hier. Donc Saadawi a été inculpé pour atteinte à la liberté d'autrui, diffamation, enregistrement d'appels téléphoniques sans consentement, alors que Halfaya est accusé de marchandage de matchs, précise la même source. La comparution des différentes parties liées à cette affaire Nordinani fait suite à la plainte contre X déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, ben voilà, il fallait arriver à ça. Tout d'abord, moi je ne vois pas pourquoi la fédération n'est pas impliquée. C'est-à-dire, la fédération normalement de déposer plainte contre X. Le MJS est là, il intervient d'une autre manière. Bon, le ministère l'a fait, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il y a cette affaire Halfaya, il y a cette affaire de Nassim, donc Saadawi, le manager, mais il y a d'autres personnes qui sont incriminées, qu'on a convoquées. Donc c'est toute une filière. Il était temps de taper dans la fourmilière. J'espère que ça va remettre les choses en marche, parce que non seulement ça gâche un petit peu le football algérien, mais ça touche à l'image du pays, Donc surtout dans un milieu sportif comme aujourd'hui, on aimerait parler d'autre chose et non de corruption. Moi sincèrement, je ne vois plus les matchs de championnat d'Algérie parce qu'ils sont truqués. Si je vais voir un match truqué, je vais passer pour qui? C'est une complicité. Voilà, donc c'est dommage. Alors, avant de passer à la partie donc musée du sport algérien, on va faire un petit tour de l'actualité sportive internationale. Elle nous est résumée par notre ami Halim Machi.
Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a dénoncé les actes de racisme et l'oppression des Afro-Américains aux États-Unis, mais il a également reconnu que la Ligue n'avait pas agi de la bonne façon par le passé. Il y a quelques années, plusieurs joueurs ont manifesté pour les droits des Afro-Américains en posant un genou au sol lors de l'hymne national américain. L'instigateur du mouvement, le quart arrière Colin Kaepernick, a depuis été laissé de côté par les équipes du circuit. Sans joueur noir, il n'y aurait pas de NFL, a poursuivi l'homme de 61 ans. Je parlerai aux joueurs qui ont utilisé leur voix pour protester et aux autres afin de nous améliorer, d'aller de l'avant pour une famille de la NFL plus unie. 40 contrôles antidopage positifs dissimulés ont été mis au jour par une enquête indépendante visant la Fédération internationale d'haltérophilie IWF et son président démissionnaire, le Hongrois Tamas Ayan, selon un rapport publié jeudi. Cette enquête menée par le juriste canadien Richard McLaren, auteur du rapport, qui avait mis en lumière en 2016 un système de dopage institutionnalisé en Russie, fait suite aux accusations de corruption et de dopage venues d'un documentaire de la chaîne allemande ARD diffusé début janvier. Elle est intervenue après que des scandales similaires ont touché les fédérations internationales d'athlétisme et de biathlon dernièrement. Après ces révélations, Ayan, 81 ans, dont 20 à la présidence de l'IWF et plus du double à des fonctions dirigeantes de l'organisation sportive, s'était mis provisoirement en retrait. Il a fini par démissionner mi-avril. Le premier calendrier prévisionnel de Formule 1 avec 8 courses a été communiqué mardi. Dans la foulée, Chase Carey a précisé sur le site de sa discipline qu'un cas de coronavirus chez un pilote n'entraînerait pas d'annulation d'épreuve, suivant un cahier des charges établi et qui comporte une petite centaine de pages, sous la houlette notamment du professeur Gérard Saillon, chef médical de la FIA, et qui opérait Michael Schumacher ou Ronaldo il y a une vingtaine d'années. Soit le pilote en question serait remplacé en cas de détection suffisamment précoce, soit l'équipe serait mise en quarantaine et devrait déclarer forfait. Peu ont dominé leur sport comme la détentrice du record du saut à la perche russe Yelena Isinbaeva avec ses médailles d'or olympiques consécutives, plus de 2 douzaines de records du monde et 7 titres mondiaux en salle et en plein air. Yelena vient de souffler ce 3 juin sa 38e bougie. L'athlète à la retraite, maintenant membre du comité international olympique, a également fait la une des journaux pour sa critique de la punition infligée à son pays pour un scandale de dopage soutenu par l'État. Ses compétences en saut à la voile sont considérées comme étant techniquement parmi les meilleurs de tous les athlètes, hommes ou femmes, puissante et explosive, mais aussi gracieuse dans son swing et son extension vers le haut. La Russe a dominé son sport pendant près d'une décennie, tout en attirant l'attention avec sa manière joviale. Son record du monde en extérieur de 5,06 m établi à Zurich en 2009 tient toujours. La tsarine du saut à la perche qui manque au sautoir, bien évidemment, du circuit mondial, donc 38 ans. Et joyeux anniversaire, on va dire, à partir d'Alger pour la Russe Yelena Isinbaeva. Autre information, sachez que le procès de l'ancien patron mondial de l'athlétisme, l'ex-président de l'IAF, Lamine Diack, jugé avec son fils absent et 4 acteurs présumés d'un pacte de corruption pour protéger des athlètes russes dopés, donc a débuté aujourd'hui à Paris. Accompagné de ses avocats, le Sénégalais âgé de 87 ans est arrivé à 7h30 donc au tribunal judiciaire de Paris, où il encourt jusqu'à 10 ans de prison devant la 32e chambre correctionnelle pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. À ses côtés comparaissent l'un de ses anciens conseillers, l'avocat Habib Sissé, et l'ancien responsable du service antidopage de l'IAF, Gabriel Dolé, jugé pour corruption passive. Voilà, comme quoi ça ne se passe pas uniquement chez nous, Nordinani. Absolument, mais il ne faut pas seulement juger ces gens-là, parce que quand on parle de matchs vendus, c'est qu'il y a les gens il y a les arbitres qui sont concernés, il y a des joueurs qui sont peut-être dans la magouille, et je dis comme ça entre parenthèses, mais donc la filière est grande, et donc il faut taper tout de suite pour arrêter tout ça. Le football algérien ne mérite pas un tel sort. On n'a jamais vu avant les clubs jouer pour les couleurs. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus du business. Donc, il n'y a plus d'amour de couleur. Les présidents, certains viennent pour s'enrichir ou pour essayer de se faire un nom pour avoir des passe-droits. C'est devenu un système pourri complètement, alors que ce n'était pas ça le sport à l'origine. Donc, il faut taper fort,
Le ministère a commencé, j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout et qu'ils vont y aller, pas uniquement dans le football, mais partout ça se passe. Le sport algérien est devenu gangréné, il faut taper. En tout cas, c'est courageux ce qu'ils ont fait. On a vu ça dans les championnats de France à l'époque. Marseille, l'affaire Marseille-Valenciennes. Oui, avec Juventus. Ils ont arrêté ça immédiatement. Donc, il faut taper. Le fait de rétrograder la Juventus au palier inférieur. Donc, c'était un modèle à suivre et depuis, ça se passe bien. Alors, la partie que vous attendez le plus, c'est donc le musée des sports algériens. Et aujourd'hui, elle sera consacrée à Fahid Bilal et au basketball, Mouloudia d'Alger, d'autres clubs également, équipe nationale. Et nous avons choisi d'inviter Fahid Bilal puisqu'il est le témoin et surtout le seul entraîneur à avoir qualifié une équipe nationale à un mondial. C'était en 2002 à Indianapolis. Et quel mondial! Et quel mondial avec la Dream Team. Premier match avec les États-Unis. Avant de revenir sur ce match, on vient de voir Popovic, l'entraîneur. Ah oui, dans les brefs. À l'époque, c'était l'assistant coach de George Karl. Oui. Quand on a joué contre les États-Unis, il y avait George Karl comme coach et l'assistant coach Popovic. Popovic est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Alors justement, 2002, vous vous qualifiez donc pour cette étape de Coupe du Monde. Donc c'est le mondial de basketball. Mais il faut dire, comme on dit souvent, travail à long terme, ça donne des fruits. Et là, c'était une évolution logique, puisque il y a quelques années, vous étiez une génération à être pris en charge par les responsables de l'époque. Et donc, vous avez réussi en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et donc, le résultat est là. Vous avez parlé du Rama, du Nadit, du Niad. C'est bien cela. Et avec de grands noms qui vous ont formé, à l'image des Ben Sbah, le couple Ben Sbah. Exactement. Ce qui est venu après, donc c'était logique. Vous avez appris le bon basket. On a vu, j'ai eu la chance de jouer dans un tournoi, juste un tournoi avec le groupe, l'équipe du Rama, oui. Où il y avait avec nous Zain Ben Msbah. Bon, par la suite, c'est lui qui nous. C'est le frère. Il y a le Hadi Ben Msbah et Zain Ben Msbah. Le Hadi, c'était l'entraîneur en chef de l'élite. Voilà, il faisait du perfectionnement. Et pour faire comprendre aux gens ce que c'est le perfectionnement, ce que c'est l'initiation, la formation. Donc voilà, Zain, c'était le formateur absolu, c'était un grand monsieur. Et c'était la politique prônée par le Mouloudia d'Alger. Hein. Donc il faut vous entraîner jusqu'à cadet et ensuite. Il ne s'arrêtait pas, le pauvre. Il ne s'arrêtait pas. Moi, je vais donner mon exemple. Moi, j'ai commencé à m'entraîner au basket l'été. Il ne s'arrêtait pas. Tout l'été, on s'entraînait et j'ai commencé. Dès que l'été terminé, le championnat a commencé. J'avais 11 ans. J'ai commencé à jouer et j'ai commencé à jouer dans le 5 majeur. Et je jouais bien déjà. En 2 mois d'entraînement. Dans quel stade? Mais l'Amrani du Rama. Oui, ça de l'Amrani qui là maintenant, c'est une salle. C'est une salle. C'est devenu une salle. Grâce au président de l'APC qui a pris le courage de couvrir cette salle. C'est bien ce que dit Fahd. Moi, je vois qu'en été, on ferme les terrains. C'est pas normal. C'est pas normal. Absolument. Moi, dès que le championnat s'arrête au niveau des ligues, on arrête d'entraîner les jeunes. C'est pas possible. C'est fait pour ça, l'été. On doit revenir à ça. Il y a également la disparition des terrains. Où est le stade Lamrani? Où est le stade Rouloud? C'est devenu une salle. C'est devenu une salle, oui. Mais c'est une salle qui ne peut pas contenir la population. Le stade Rouloud reprenait toute la population d'El Moradja, du golf, que ce soit en basket, en volley et en handball. Où est le stade de la SPTT qui était à Harmoul, qui a disparu? Où est le stade Falhani qui regroupait tous les jeunes de Bab el Oued et des environs? Cheminot. Il a disparu. Cheminot, il a disparu. Enfin, il a disparu. Il n'utilise plus. Ouais. Par contre, le PTT, il existe toujours. Hein. Il est fermé, je pense. Non, à Harmoul, non. C'est l'ARSTA qui est fermé. C'est le PTT à côté. C'est 2 stades côte à côte. C'est l'ARSTA qui est devenu. C'est mon quartier. D'accord. Donc c'est ça, c'est la disparition de ces terrains de proximité qui pouvaient regrouper beaucoup de jeunes. C'est vrai que maintenant on essaie de construire des salles, mais les salles c'est fait pour de la compétition. On n'emmène pas. On a appris dans ces stades-là. Et puis avant, il y avait.
C'était rare que les familles allaient en vacances. Donc, c'était ça. Moi, je montais, j'avais 11 ans, je faisais Messonnier, j'habite Messonnier, je montais jusqu'à Au stade Rama. de Rama, je m'entraînais et je faisais ça à pied. Tous les jours. Tous les jours. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des impatients pour découvrir Faïd Bilal en étant jeune. Moi aussi, je suis impatient. Il y a les petits qui sont derrière leur écran à la maison. Eh bien, vous serez bien servis aujourd'hui puisque vous allez voir votre papa. Ça fera également plaisir à nos chers amis téléspectateurs nostalgiques de cette époque, l'année 89, où le Mouldia affrontait donc l'équipe de l'USM Alger en finale de Coupe d'Algérie. Il n'y a pas que les enfants de Faïd. Oui. Il y a les enfants des coéquipiers et des adversaires de Faïd. Et on va retrouver... Moi, je parle pour mes enfants. D'accord. Et puis il y a tous les enfants qui vont regarder le véritable... Je te jure qu'à chaque fois, ils me demandaient comment tu jouais, papa. C'est l'occasion pour... Et c'est une occasion, Faïd, tu seras d'accord avec moi de rendre un hommage à ton ami de toujours. Vous jouiez les yeux bandés pratiquement avec Hassan Malki. Hassan Malki, c'est un choc qu'on a reçu. Sincèrement, la famille du basket, on a reçu un choc. Bon, Allah yarhamou ala kulli hal, maintenant, et puis, comme par hasard, le pauvre est décédé des suites du coronavirus au Canada. On t'oubliera jamais. Allez, Mouldia d'Alger, USM Alger, l'année 89, finale de Coupe d'Algérie. Au commentaire, vous imaginez qui? Le grand Bachir Imhas. سادة والسيدات أصدقائنا الرياضيين في كل مكان، حقيقة بداية قوية بين الفريقين، سواء بالنسبة لفريق مولودية الجزائر أو فريق اتحاد الجزائري استسجل في هذه الأثناء. قلت فريق الكهرباء يصل لأول مرة إلى الدور النهائي. العماري كمان اللي كان في الوقت السابق لاعب في اتحاد الجزائر وكذلك في مولودية الجزائر بثلاث نقاط ناجحة لحد الآن، سواء الفارق من فريق مولودية الجزائر اللي سجل عن طريق ملكي صالح فريق المولودية. فايد بلال سجل النقطة 21. فايد بلال نذكر أنه لاعب خطير في الجهة اليسرى. صالح فريق اتحاد كهرباء الجزائر. هادي جمل ما فيش خطأ على هادي بعد ما كان اللاعب فايد بلال المس الكرة ولم يلمس الذراع، وهكذا يتوصل اللاعب الكرة وفايد بلال. فايد بلال ينطلق إلى أكتوف فيصل في خطأ من الهادي جمال. خيس بن سعيد نبيل والنقطة 32 حقيقة. بن سعيد في الجانب الأيسر. الشوط الأول اللي كان بداه فريق المولودية ويسجل السلة الأولى. حقيقة التحكيم لحد الآن تحكيم متوسط. الدخول الجيد لمالكي 40-39 زائد رمية حرة. تبقى الكرة لصالح فريق مولودية الجزائر. المهناوي سمير بعد تمريرة من سليماني مراد وتقليص الفرق إلى نقطة واحدة 45-44. ومالكي من جديد. مالكي ثم المهناوي. حقيقة سلة جميلة من جانب المهناوي. والباني إلى خيس إلى أو التسديد من بعيد وتسجيل النقطة 51-52. مالكي حاول يدخل ويمرر الكرة زين دريس ليسدد بكل سهولة. شوف زين دريس عنده سهولة في التسديد. زين دريس وسليماني مراد يسجل هذه زين دريس سليماني مراد. وهكذا ينتهي هذا اللقاء النهائي بفوز فريق مولودية الجزائر الرياضيين بهذا الحماس الكبير بقاعة حرشة. ينتهي موسم كرة السلة بالنسبة لفرق النخبة، وهكذا ينتهي مشوارنا معكم أصدقائنا الرياضيين في هذا النقل المباشر من قاعة حرشة. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. Avec notre collègue Zakia, donc, qui était à la remise des médailles, qu'on salue au passage. Beaucoup d'émotions quand on revoit des belles images et la belle ambiance et le public qui existait. J'ai le cœur qui bat. T'es fragile, hein? Là, j'ai le cœur qui bat. Je te laisse parler. Quand tu vois des images comme ça,
Bon, les gens disent à chaque fois que oui, on était technique. Ouais. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que la génération de maintenant, c'est une génération qui est quand même technique et physique. Ils sont plus physiques que nous. Oui, c'est la différence maintenant. Et sinon, c'est vrai qu'il y avait du basket, il y avait on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de... Tu as vu des passes derrière le dos, à l'aise, il n'y a pas trop de... Il n'y avait pas de l'anti-jeu, l'anti-basket. Donc même en matière d'arbitrage... C'était plus facile pour les arbitres d'arbitrer. C'était favorable à un jeu. Justement parce que c'était pas trop physique. Parce que je vous ai posé la question parce que vous plaignez constamment de l'anti-jeu. Donc le jeu qui stoppe un petit peu l'élan positif, le beau jeu. Voilà, exactement. Mais maintenant avec le contact, maintenant le sport collectif, il demande plus de contact, plus de... Parce qu'avant, il disait que le basket, c'était un sport de fillettes. Hein, donc, les amarrés, le handball, vraiment, c'est sport de... Bon, je te parle, à part le foot. Le handball, c'est un sport d'hommes, mais la reine, c'était des sports de... Alors que c'est un sport de contact. Hein. Ouais. Nordin? J'ai pratiqué les deux, donc je peux confirmer ce qu'il a dit. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de contact en basket. C'est pour ça qu'il y a des fautes. C'est pour ça qu'on réprime le contact en basket, parce que le contact peut être vraiment difficile. Oui. Parce que c'est sur une double semelle, par exemple, on peut déséquilibrer quelqu'un et ça peut être fatal. Donc il y a vraiment le basket est un sport très très dur, le sport, même si le handball reste aussi un sport. Des nouvelles des joueurs qui étaient avec vous à cette époque? Par exemple, pour les actifs, on les voit donc régulièrement. Slimani, il est en France, pas mal qui sont quand même à l'étranger, hein, pas mal de joueurs qui sont à l'étranger, mais pour ce seconde de chrono, ils sont tous collés à leur télé. Grâce à Faïd Bilal. On a vu aussi un grand Mehnaoui. Hein. Grand Mehnaoui, oui. Oui, cette année c'était la venue de Mehnaoui et moi-même au Vous avez rejoint. Oui, une année avant, on n'était pas, donc on avait pris cette année-là 88-89 le doublé, et puis par enchantement, on repart. Chacun, moi je suis reparti au Ned et Mehnaoui il est reparti à Boufarik, parce qu'il ne faut pas oublier que pour Samir c'était très très difficile de jouer en dehors de Boufarik, hein, parce que vivre à Boufarik et jouer dans un autre club, c'était pas évident. Hein. Et c'est le cas de tous les Boufarikois. La même année, puisque vous avez terminé en tête du championnat, la Coupe d'Algérie également, Coupe d'Afrique oblige, donc vous passez plusieurs étapes et vous affrontez le Stade Malien dans la même salle. Beaucoup d'anecdotes dans cette... Ce match-là, on avait fait à Harsha un très grand match. Hassan Malki, Allah yarhamou, Slimani, Zindris, il y avait les Aktouf, moi-même, on a fait un grand match. On avait battu le Stade Malien de 31 points. Malheureusement, jouer au Mali à l'époque, c'était pas facile. Le match il a duré à peu près 4 heures. Il fallait nous battre... plus de 31 points. Plus de 31 points. Ils l'ont fait. Ils se sont qualifiés. Et puis on a quitté le Mali, ils se sont qualifiés, voilà. Donc c'est une histoire. Il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient quitter le terrain, d'autres qui ne voulaient pas. Ça fait quand même 30 ans, plus de 30 ans. 89. Et vous avez parlé d'une belle partie à la salle Harsha, match aller face au Stade Malien. On va revenir sur les meilleurs moments de cette partie Mouloudiyat d'Alger, Stade Malien en 3 minutes et on se retrouve juste après. اللاعبين الدوليين كانوا ضمن المنتخب المالي في البطولة الإفريقية الأخيرة بتونس. إذن مع تشكيلة الفريقين، الفريق الضيف الملعب المالي مقابلة الذهاب تجري اليوم بقاعة حرشة، ومقابلة العودة ستجري يوم 10 ديسمبر بباماكو. بوبكار تحت السلة وتعود الكرة لصالح فريق مولودية الجزائر. فايد بلال يسجل النقطة الثالثة عشر، ودائما الحراسة عليه من مامادو مالكي يسجل بكل سهولة. شوف الطريقة الخاصة بهذا اللاعب، الدخول من الجهة اليسرى والتسجيل بكل سهولة. مولودية الجزائر وتبقى النتيجة 18-6. فايد بلال محاولة 3 نقاط ناجحة.
محاولات لحد الآن لفريق مولودية الجزائر ب3 نقاط ناجحة، وخاصة من الاختصاصيين سواء مالكي أو فايد بلال، معروفين بالمحاولات ب3 نقاط. فايد بلال، المهناوي سمير بكل سهولة. 25-8 موفقة لفريق المولودية. مالكي إلى فايد ثم المهناوي سمير. وجميل حقيقة أول سماتش للمهناوي سمير كنا تمنيناه في حصة أرقام وتعاليق. كذلك سليماني مراد، كرة بين اثنين ولصالح الفريق، فريق ملعب المالي فيه دخول من مامادو. حقيقة صراع كبير تحت السلة وفايد بلال. فايد المهناوي سمير بكل سهولة، كنا ننتظر السماتش لكن المهناوي سمير سجل هذا المحاولة بكل هدوء. سليماني ثم مالكي، ومحاولة ب3 نقاط ناجحة. المحاولة الرابعة راح يعود سليماني مراد ويعوض زين دريس. سليماني مراد إلى مالكي إلى سليماني ثم فايد بلال، وينجح في هذه المحاولة فايد بلال. 83-57. أخيرا سليماني مراد حذاري من الإكثار من المراوغات والمحاورة بالكرة والحراسة عليه من مامادو ديالا. سليماني إلى مالكي، فايد بلال، ينجح فايد بلال بكل سهولة. شوف كل لاعب من المنتخب من فريق مولودية الجزائر له طريقته الخاصة. فايد بلال نشوف الدخول على الجهة اليمنى وكذلك المحاولات ب3 نقاط ينجح فيها. زين دريس إلى المهناوي سمير إلى فايد بلال، وسجل هذه النقطة. 93-62 وهي النتيجة النهائية للمقابلة، مقابلة الذهاب من الدور النصف النهائي قبل مقابلة العودة يوم 10 ديسمبر بمونكو. إذن هكذا. Quelle belle partie et quelle belle combinaison que nous a offert notre ami donc Rachid Mekidesh, qui a veillé au très bon montage. Pratiquement. Mekidesh, oui. Mekidesh qui est un basketteur. Il a su choisir les bonnes actions. C'est pour ça, donc il a le bon flair et surtout il a été international en étant junior. Donc, on vient de voir l'entraîneur à l'époque c'était Hamou Benchemam. Et puis l'assistant c'était Kamal Lamari, Allah yarhamou. Voilà, donc. Ils vous ont marqué ces gens-là dans votre cursus. Hein? C'était des grands frères, comme on dit. Là, j'avais 22 ans. Hein. J'ai commencé à jouer, j'étais en équipe nationale à l'âge de 19 ans. Je voyais les grands joueurs comme Barka, comme Taïb Labbas, puis par la suite, j'ai commencé à me forger. Puis voilà. C'est pour ça que là, maintenant, comme entraîneur, je comprends les joueurs parce que je suis passé par toutes les étapes qu'ils ont passé, ces joueurs-là. Parce que je vais donner un petit exemple, juste un petit exemple. Un joueur qui part tout seul et il rate, un entraîneur qui n'a pas joué au basket, il va se dire oh, mais comment ça se fait, tout seul il rate. Moi, en tant que ça arrive même tout seul et on rate. Donc on est plus compréhensif que d'autres peut-être. D'autres qui n'ont pas fait de basket. Le fait de se remémorer le temps, Nordine Hani, ça permet de rassembler les générations. Surtout, absolument. Mais avant de parler de ça, moi je voudrais parler du public surtout. C'est des choses qu'on ne voit plus de nos jours. Regardez une salle Harchal, un match de basket, et il y a un public. Mais vous avez vu l'ambiance qu'il y a. Tout à l'heure, il a parlé de l'ancienne génération, de la nouvelle génération. Je pense que l'ancienne génération était beaucoup plus technique, parce qu'ils avaient beaucoup plus de temps sur le terrain. Il vous parle de l'été où ils venaient s'entraîner, il vous parle du terrain qui était tout le temps disponible. Donc tous les sports, hein, le basket, on parle du basket, mais les autres sports aussi, c'était très technique. Le handball, vous prenez, vous voyez un Amjadani, c'était un technicien hors pair, c'était un technicien
hors pair. On ne savait pas ce qu'il allait faire. Moi, je me rappelle, j'ai joué avec l'Amjadani. La première année, je jouais au Nadik. Je suis rentré sur le terrain, l'Amjadani était à l'aile. Je le regardais en train de déborder. Puis tout d'un coup, j'ai reçu le ballon à la figure. Et en descendant, il m'a dit, mon fils, il faut toujours avoir les mains devant. Donc c'était très technique avant, c'était très technique. Regardez. Là, vous parlez de meilleur handballeur algérien de tous les temps? Je me trompe? C'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs hein, que j'ai eu à côtoyer. Pour ne pas offenser certains. Il était imprévisible, Driss. Il était imprévisible. On ne savait jamais. Temps mort, on est au basket. Temps mort, on est au basket. On est au basket, on n'est pas en fait de hand. C'est pour dire que le basket était beaucoup plus technique. Hein. Il était beaucoup plus technique que maintenant. Et on voit maintenant les basketteurs comment ils sont. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de morphotype, de morphologie maintenant, parce qu'on recherche cette morphologie. Mais on n'a pas la classe des joueurs qu'il y avait avant, les Slimani, les Aktouf, j'arriverai pas à les citer tous, mais c'était vraiment... Alors Faïd Bilaï vous dit Thomas, on est au basket, il a oublié que tout à l'heure il était au téléphone avec Omar Azem. C'est lui qui m'a mis en contact avec Omar Azem. C'est notre prochain invité. Parce que avant quand on faisait nos stages en équipe nationale, on était au CNEN. Donc on se côtoyait, on voyait tout le monde, on se connaissait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, le basketteur, il ne connaît pas vraiment bien le handballeur. Je n'ai pas arrêté de le dire, il y avait le CNEN, il y avait le Krebs Ralmoul aussi, où il y avait le regroupement, et toutes les disciplines se retrouvaient, donc on en a parlé souvent, et il est en train de le confirmer. Et ça faisait vraiment une famille. Hein. Vous allez dans un stade de basket, vous trouvez des handballeurs, des basketteurs, et vice-versa. Donc c'était vraiment... Mais c'est un point très important pour la formation. Travailler l'été. Justement, mes enfants sont à Berkhadem et je suis content qu'ils soient à Berkhadem. Et j'aide ce club, c'est un petit club que j'aide, je suis là avec eux. Et j'aime bien ce club. Mais un dirigeant m'appelle, il me dit voilà, peut-être que pour mois de juillet, on va reprendre les entraînements. Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mes enfants, ils n'attendent que ça. Donc, et comme cette année, ils ne vont pas aller en vacances, je vais les prendre tous les jours pour s'entraîner. Mais il y a aussi, juste je vais être rapide, il y a aussi un petit problème. C'est qu'au niveau des clubs, on refuse de payer les entraîneurs en été. Dès que le championnat s'arrête, on arrête le salaire de l'entraîneur. Mais c'est quoi un salaire d'entraîneur? C'est rien du tout, justement. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. C'est tout ça qu'il faut revoir. Donc les entraîneurs aiment bien terminer la saison. Mais c'est les clubs eux-mêmes qui arrêtent les entraînements. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut combattre. Il faut refaire pas mal de choses. La dernière fois, quand on avait rediffusion donc le match entre le Moudia d'Alger et le NAS du Sindé, certains se sont aperçus qu'à travers les images, il y avait 6 personnes qui ont décédé, entre autres le frère Chouiha, donc Youssef Chouiha, il y avait pas mal de joueurs, donc c'est une occasion également de se remémorer ces gens-là. Il y avait pas mal justement, il y avait Melki, Allah yarhamou, il y avait Maali, le pivot Jafar, il y avait Chouiha, Allah yarhamou, Kamal Lamari, ça fait pas longtemps qu'il est décédé. Il y avait quand même, si on revient, ça fait 30 ans, c'est lui qui avait 30 ans, il a 60 ans. Voilà, c'est du temps. Vous aviez donc en 89 22 ans, et 4 saisons plus tard, 4 années plus tard, donc vous n'avez pas changé, vous avez gardé votre lustre, et face à l'équipe de Staouali, finale de Coupe d'Algérie, là également, vous avez très bien joué et vous avez aidé votre équipe à gagner le titre de Coupe d'Algérie. On revoit ces belles images. بالنسبة لمالكي كذلك اللاعب الدولي فايد بلال وكذلك العناصر المعروفة في رياضة كرة السلة الجزائرية وربما الجمهور اللي ما يعرفش كثير فريق بلدية سطوالي راح تتاح له اليوم الفرصة باش يعرف عدة أسماء ما تعودش عليها أخرى وبعد لحظات فقط ينطلق اللقاء تحت قيادة الحكمين محمد معموري ويوسف رحمن من الجمهورية التونسية. أول محاولة ب3 نقاط. أول محاولة ب3 نقاط 3-0 من فايد بلال.
3-2 فايد بلال الآن وأمامه محمودي سفيان. فايد والخطأ أيضا تسجل السلة زائد الخطأ. 7-3 زائد رمية حرة لفايد بلال. منا أن تتواصل المقابلة على هذا النسق. ثم الزرقاء ومحاولة ب3 نقاط ناجحة من جمال سقال 27 سنة متر 84 إلى جمال سقال. تسديدة خاطئة تحت السلة فايد بلال والحراسة مشددة عليه كذلك. من أبرز العناصر كرة جميلة إلى زرداني و20-9 هذا مالكي حسلي إلى جانب بركاني. محاولة ب3 نقاط من بن رمضان. قوة كبيرة لدى هذا اللاعب الدولي الجزائر ومالكي الآن. مالكي والدخول وتعليق الفرق إلى 4 نقاط. 38 مقابل 34. سقال جمال إلى سفيان. محاولة ب3 نقاط ناجحة. محمودي سفيان يخفق محمودي سفيان في هذه التسديدة ب3 نقاط. 16 ثانية تهدئة دوران الكرة فريق مولودية الجزائر. ثم بسعيد نبيل ويخفق في هذا السحب 70-67 وقت مستقطع. نهاية المقابلة لصالح فريق مولودية الجزائر ليضيف هكذا الكأس الخامسة إلى رصيده أمام فريق سطوالي اللي كان حقيقة فريق قوي. وللاعب الهادي جمال اللي ما شاركش اليوم كان مصاب، لكن رفقائه فضلوا باش الهادي جمال تعطى له الكاش وتشجيعا للدور اللي قام به. أظن أيها السادة والسيدات على هذه الصور. Voilà, de belles images et très beaux commentaires de Bachiri Mahrez. Faïd, encore une fois, tu as fait le plein d'émotions aujourd'hui. Même Bachiri Mahrez était jeune. Il est toujours jeune, Bachiri. Oui, d'ailleurs, vous avez vu, on a donné l'occasion à Jamal Hadi. Jamal Hadi qui n'avait pas beaucoup joué ce match-là, mais je pense qu'il allait arrêter sa carrière, un truc comme ça. Je ne sais plus pourquoi on lui a donné. Il y avait des gestes comme ça qui venaient. Là, c'est une autre génération, avec Yassine Bellal également. Et ça commençait à. Il y avait une autre génération qui arrivait derrière, justement. Et nous, on était un petit peu. On commençait à se préparer à prendre la porte. Et pour donner l'exemple aux jeunes d'aujourd'hui, les sportifs jeunes notamment, réussir dans la vie sportive, pas seulement, puisqu'il fallait réussir au niveau scolaire. Et c'est ce que vous avez fait, puisque vous êtes un enfant de l'ISTS et aujourd'hui vous êtes fier d'afficher ces. Oui, d'ailleurs, moi, ma terminale, je ne l'ai pas passée. J'étais plus en stage d'équipe nationale parce que j'avais l'intention d'avoir la terminale plus jouer athlète d'élite et pour rejoindre j'avais cette optique depuis ça faisait des années, donc j'ai fait l'ISTS. C'est pas le cas aujourd'hui, il faut avoir le bac pour faire l'ISTS. Donc avant c'était il y avait des dérogations pour ceux qui étaient donc au niveau des équipes nationales, donc avec un niveau de terminale et un niveau de terminale. C'était surtout pour la terminale de l'époque. Ah, c'était quelque chose. De l'époque, mais c'est juste pour dire que, vous voyez que non seulement donc on devient un bon entraîneur, il faut non seulement avoir été joueur, mais également faire des études dans ce domaine. Et c'est le type parfait de l'entraîneur. Donc la première génération de l'ISTS. La première génération de l'ISTS, et je pense que l'ISTS a formé des entraîneurs qui malheureusement n'ont pas été utilisés. Justement, moi, c'est ce que je disais aux responsables. Je préfère avoir un bon joueur d'équipe nationale avec une terminale que avoir une personne qui a le bac, puis elle n'a rien à voir avec la. Justement, en 93, il y avait le coach Cherabi Jamal. Il y avait Cherabi Jamal, il y avait. Décédé récemment, donc ça fait une année. Pas très longtemps, ça fait 2 ans.
كان سلال خير الدين comme joueur. C'était sa dernière année, je pense, ou une année après. Donc voilà, c'était, comme tu viens de le souligner, c'était un changement de. Il y avait Mahmoud Bezouane qui était l'adjoint de Cherabi. Donc c'était un changement carrément. Il y avait des joueurs qui se sont convertis à l'entraînement, puis il y avait des joueurs qui allaient arrêter, et la nouvelle génération. Et Mahmoud Bezouane, pour l'histoire un petit peu, et pour rester dans l'ambiance télévision, c'est le frère du grand réalisateur Farouk Bezouane, donc notre ami qui est à la retraite, qu'on salue au passage, lui et Mahmoud. Voilà. On vient de parler donc de cette finale de 93, la réussite au niveau de l'ISTS. Et quelques années plus tard, il fallait passer au métier d'entraîneur. Généralement, il y a beaucoup qui ne réussissent pas cette transition. Pour vous, ça a été une bonne chose, une réussite. Et le contact entraîneur-entraîné, donc... Justement, là, j'ai une histoire à raconter. Bon, moi, j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme en 91. Par la suite, bon, j'ai pas travaillé comme coach jusqu'à 97. Quand j'ai arrêté de jouer, j'ai commencé avec les benjamins, puis les cadets, puis les seniors. Vous êtes arrêté jeune, hein? À 31 ans, j'ai arrêté ma carrière. C'est jeune pour le basket. C'est jeune. J'avais plus envie de jouer. Classe. Voilà. Il y a toujours. Donc, Monsieur Djouad, il me suivait. Il me suivait à l'époque. Moi, je ne savais pas. J'avais les cadets, ils m'envoyaient Hasni, c'était le manager général de. Il y avait le foot à l'époque, hein, en 80. Il y avait le foot. Donc, ils m'envoyaient. Il envoyait Hasni suivre les cadets basket. C'était pas logique. Donc, c'était Monsieur Djouad, il l'envoyait pour me préparer à prendre les seniors. Pour prendre les seniors. Et l'été, il me contacte, Allah yarhamou, Cherabi, il me propose les seniors que j'avais refusé. J'ai dit, je ne suis pas encore prêt. Bon, par la suite, ils ont mis quand même le forcing sur moi et j'avais accepté. Et puis, alhamdoulilah, à l'époque 99-2000, c'était ma première année où on avait 11 ans qu'on n'avait pas eu le championnat, le Mouloudia, depuis 93 jusqu'à 99, après la coupe. Oui. C'était la disette. C'était Boufari qui avait pris le relais. Et puis 99-2000, on a commencé à prendre on a repris les choses en main, on a pris le championnat. Et puis par la suite, on a dominé les... Moi, je veux avoir l'avis de notre consultant sur des dirigeants de l'époque qui savaient choisir le bon profil pour le projeter plus tard et devenir entraîneur des seniors. Il a parlé du Mouloudia d'Alger. J'ai eu la chance d'être entraîneur au Mouloudia d'Alger, donc avec Aziz Derouaz, et de voir un petit peu comment que ça fonctionnait, même avant Feu Djouad, hein, parce qu'à l'époque, moi, quand j'étais entraîneur, Djouad était entraîneur d'athlétisme. Et il y avait, donc c'était Boumdal, si je me rappelle bien, il y avait cette cellule qu'on appelait manager général, et il y avait un suivi. Il y avait un suivi des... Et le siège était à Saint-Eugène. C'était à Saint-Eugène, donc déjà il y avait une certaine organisation au niveau du Mouloudia d'Alger, et on pouvait détecter donc des entraîneurs qui pouvaient être au niveau des jeunes, au niveau des catégories de jeunes, qui avaient aussi un passé en tant qu'athlète, et c'était une reconnaissance pour ces joueurs qui ont donné pour les couleurs de pouvoir un jour être l'entraîneur. Donc je pense que ça a été le cas de Faïd Bilal au niveau du basket, ça a été le cas au niveau du handball de Belhoussine qui est devenu maintenant le patron donc, de cette équipe du Mouloudia, de Aqab, de Azeb, de beaucoup de quand même il y a beaucoup de bons coachs qui sont sortis du Mouloudia. Hein. Donc voilà, le mérite revient aux dirigeants de l'époque. Il y avait tout un suivi, il y avait tout un... À l'occasion, s'il vous plaît, je salue monsieur le président Boumdal. Boumdal, c'est un président qui m'a marqué. Qui m'a marqué partout.
Bien sûr, par la suite, il y a eu le marhum Djouad par la suite. Voilà, donc il faut profiter, il faut dire que c'est bientôt le centenaire du musée d'Alger, donc certainement on va y consacrer une grande partie la saison prochaine, Inch'Allah. Alors, vous avez en tant que joueur, c'était face à Staouali en 93, vous arrêtez votre carrière en 97, vous vous entraînez à partir de cette époque avec le club, Mouloudia d'Alger, et vous devenez entraîneur national et vous préparez toute une génération qui, elle également, logiquement, s'est bien préparée, pratiquement le même groupe qui a grandi ensemble. Je parle des Mahnaoui, je parle des Barramdan, je parle des Sayah, et j'en passe. Donc ces joueurs qui ont brillé avant d'atteindre la finale de Coupe d'Afrique en 2001, mais avant cela, il y avait du très beau travail qui se faisait à l'époque. Je dirais qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient arrêté leur carrière de joueur international et que j'ai repris. Par exemple, Sahraoui et Mahnaoui et Harouni qui avaient beaucoup de problèmes à cette époque en équipe nationale. Avec les coachs de l'époque, j'ai quand même su les récupérer et former un groupe. J'étais jeune. En 2001, vous savez, 2001, on n'avait rien. On n'avait pas Internet pour chercher tel thème ou tel thème. Et tel joueur qui évolue à l'étranger. Non, même sur le plan technique. Parce que là, il parle de technique. Ce coach-là, il n'était pas vraiment technique. Sur le plan technique, il n'avait pas beaucoup de connaissances. Moi, je dirais, un coach, c'est ses résultats. C'est pas ses connaissances. Parce que avoir le meilleur entraîneur du monde qui a des connaissances extraordinaires et qui peut pas prendre en main le groupe, il ne fera rien du tout. C'est ce qui faisait votre force à l'époque, c'est la prise en main du groupe. Hein. Moi, j'ai toujours su prendre en main mon groupe, que ce soit au Mouloudia ou GSP ou en équipe nationale. Je ne dirais pas peut-être que techniquement, je ne suis pas plus fort que les autres, hein, mais c'est très important la gestion du groupe. La gestion du groupe. 2001, donc Coupe d'Afrique au Maroc, les matchs d'ouverture, vous ouvrez bien l'appétit en battant l'équipe tenante du titre, l'Angola. L'équipe imbattable. Ça, c'est en match d'ouverture. Parce que, bon, par la suite, il y a. Au confinement, il y a beaucoup sur le Zoom, il y a beaucoup de conférences entre les entraîneurs, ceci et cela. J'ai entendu parler de l'ex-joueur Bouziane Ali. Il a parlé un petit peu de cette époque-là, justement, où il a dit, voilà, le coach n'était pas vraiment très fort sur le plan technique, mais il a su former un groupe. Et il a su utiliser une méthode nouvelle. Là, maintenant, on voit ça maintenant. Alors qu'en 2001, je faisais ça, la concertation. Moi, je discutais, je me concertais avec les joueurs. Je leur disais qu'est-ce que vous aimez, comment vous... Je faisais ça et prendre l'idée générale pour essayer de former le 5 et la tactique. Exactement, parce que c'est quoi? Si on aime la chose, on fait la chose, ça se ressent sur le terrain. Exact. Et voilà. donc, vous faites appel aux joueurs du cru ici, mais aussi ceux qui évoluent en France et à l'étranger, entre autres le grand Ali Bouziane qui a été formé à Gravelines, il y avait Wildiassia qui était excellent, Bourdir et Bourdir. Et avec eux, c'est trois. Mais le Doubal, c'était juste après. C'était après. Après. Alors, on se remémore ces beaux moments. Donc, finale Coupe d'Afrique des Nations de 2001 au Maroc, où l'Algérie termine en deuxième position derrière l'Angola. ولد ياسيا الى ممتازه هذه التمريره الى علي بوزيان و57 صعبت الامور. ثم شوف الارتقاء الجيد بالنسبه للاعبين الانغوليين. كره جزائريه الان علي بوزيان يسجل 71 علي له العب cherche les positions. ثم من جديد الفريق الأنغولي تحت السلة، صراع كبير. وولد ياسيا يوسف إلى بن حسين
ثم بوزيان حراسة مشددة عليه، ثم تحت السلة طارق أكيد. 71-63 في النتيجة، ولصالح المنتخب الأنغولي في هذا اللقاء النهائي اللي بقات منه 3 دقائق و29 ثانية. إلى فيكتوريانو من بعيد وتحت السلة، سريع الهجوم الجزائري. بوزيان المباراة التي تنتهي لصالح الفريق الأنغولي الذي يضيف هكذا اللقب السادس في تاريخه بعد اللقب المحقق سنة 89 91 93 95 و99 مرتين نائب بطل إفريقيا سنة 83 و85. إلى بولحية سفيان، كذلك إلى ولد دياسيا لاعب المغترب بفريق أونجي، لاعب ممتاز أيضا نشط في القسم باء. إلى اللاعب الشجاع أيضا مراد بوغدير رغم الإصابة، واصل أمس مباراة ممتازة. مدرب المنتخب الوطني المصري. إذن نحن نبقى دائما مع تسليم الميداليات. وإبراهيمي الهواري إلى علي بن حسين اللي ما لعبش كثير في هذه الدورة 21، أقحم المدرب الوطني فايد بلال في هذه المباراة. إلى طارق أكيد هذا الشاب الممتاز أيضا، ولو أنه اليوم مردوده ما كانش كثير. أيضا رباحي عبد العزيز اللي ما دخلش من التشكيلة الوطنية، لاعب نصر حسين داي. المهناوي سمير دائما في الموعد، تجربة كبيرة عند المهناوي سمير. صايع عبد الحليم من العناصر كذلك الشابة والتي برهنت على مستوى لا بأس به. كذلك فايد بلال، شجاعة كبيرة لفايد بلال، 2.5 من التحضير لهذا الفريق الذي. On termine sur le très actif kinésithérapeute, donc Kassi, qu'on salue au passage. On a revu avec grand plaisir donc Tarek Oukid, Mehnaoui. C'était pas facile de satisfaire tout le monde à l'époque. Il y avait de bons joueurs. Vous voyez, je viens de revoir Mehnaoui mécontent parce qu'il n'avait pas joué. Bon. J'ai une anecdote sur la rencontre. En sortant de l'hôtel, en prenant le bus il ne voulait pas démarrer. Donc, on a attendu le bus de l'Angola revenir. Il les a déposés, il est revenu pour nous prendre à la salle. Donc, on a fait exactement l'échauffement 10 minutes. On a pris 10-0 dès le départ et le score final 10 points d'écart. 10 points d'écart avec cette belle équipe, et ça vous a permis de vous qualifier pour la première fois de l'histoire. Et vous attendiez à de grands moyens à l'époque, une autre vision pour relancer le basketball algérien, mais il y avait beaucoup de promesses après la Coupe du Monde, on va y revenir. Mais avant cela, on va revenir sur ce premier match d'ouverture avec la meilleure équipe de l'époque, l'équipe des États-Unis, Paul Pierce, Wallace et j'en passe. On va revenir sur ce très beau match et on se retrouve juste après. Mehnaoui, number 6, Farid Belamour, number 7, Nabil Maibaki, number 8, Nabil Boudissah, number 10, Nasser Ramdan Hayat, number 14, Abdelalim Saya, and the starters for Algeria, number 9, Miloud Dabal, number 11, Najm Wali, number 12, Murad Bogadir, number 13, Amin Benramdan, and number 15, Tariq Oukid, the head coach, Bilya Faid, Algeria.
À chaque fois, dès qu'il saute, hop, je lâche. Et si on veut jouer un contre-temps, tout de suite, on aura tout ça. See you at the hotel. Voilà, une défaite certes face aux USA. On s'y attendait certes à cette défaite, mais on ne s'y attendait pas à cette prestation des Verts. Très beau basket, sans complexe. Et... Jouer contre les États-Unis et marquer 60 points, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Avec un grand Barmda. Exactement, il a fait un grand match, 22 points je pense à l'époque. Et on a gagné un des 4 cartons. Ouais. Donc, satisfait aujourd'hui? Oh bah oui, sauf que dommage, il n'y avait pas de continuité, il fallait profiter. Ouais. Parce que les Tunisiens, justement, ils ont profité. Ils ont profité de après leur premier championnat d'Afrique, d'ailleurs, Adel Tletli, il avait l'équipe avant moi et il a terminé 2013. Jusqu'à 2013. De 2000 jusqu'à 2013. Il est devenu DTN. Il a eu championnat d'Afrique 2011 et 2015, je pense. Et la même équipe qu'on avait battue aux Jeux Africains ici à Alger en 2007. Exact. Ouais. Donc quoi, il n'y a pas de secret. Continuité. N'importe quel basketteur rêve de voir le basketball américain. Les Algériens sont rentrés dans ce rêve et ils ont joué ce Mais je parle de continuité, pas avec moi comme coach. Absolument, oui. Je parle du basket. Du basket. Je parle du basket. Même maintenant, je pars, il vient un autre. La continuité. Il y a une autre vision pour le basket. Et une autre prise en charge. Ça, c'est un autre chapitre. Ça, c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre. Et dans tous les domaines, il n'y a pas de suivi. Donc, dès qu'il y en a un qui part, il y en a un qui vient et qui pense qu'il va réinventer les choses. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'archives dans d'autres pays, on regarde des matchs d'archives pour s'inspirer, pour voir où le niveau on est arrivé. Nous, on est arrivé à un niveau où on regarde encore en bas. Et c'est ça le problème. Je répète encore une fois, à l'époque, en 2001, on n'avait rien, nous, comme coach. On n'avait rien pour amener l'information. Comment on travaille ça. Une nouvelle méthode. Il n'y avait rien du tout. Et juste après, on sortait de la décennie noire. En plus. Le musée des sports qui prend fin pour ce numéro, ce 28e numéro de la saison. Espérons qu'il vous a plu, notamment avec de belles images que nous vous avons montrées aujourd'hui. Des images du très beau basketball qui se pratiquait à l'époque, à la fin des années 80 jusqu'aux années 2000, et avec comme grand résultat une unique participation à un mondial. C'était à Indianapolis 2002. Le prochain numéro, on y consacrera bien évidemment un autre sport et d'autres invités, et espérons qu'on on répondra à vos attentes. Faïd Bilal, merci beaucoup. En tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir et je bouillonne de l'intérieur. Je me suis vraiment retenu. La semaine dernière, j'ai reçu un message de Faisal Barka qui était content de se revoir. Il est au Canada, Faisal. Exactement. Il était content de revoir. Allez, c'est la fin. C'est la fin de l'émission. Envoyé. Merci Faïd, merci Nordine. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour une autre émission.